Bonjour tout le monde, On Sport, ici Flaco pour un autre épisode de On Sport. On a un guest, un très gros guest aujourd'hui, Francis Cédric Martel, ancien joueur qui a joué niveau collégial avec les Nomades de Montmorency, un gars de la Rive-Sud qui a joué au Collège Charlemagne et également qui a été aux États-Unis pour jouer pour le Richmond en Division 1. Donc, merci de ta présence, Francis. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de te voir. Ça faisait longtemps que je voulais te voir et tout. Puis j'ai dit, regarde, ça va être la parfaite occasion. Yes. Donc là, genre, tu sais, comme je t'ai dit, je t'ai présenté un peu. J'ai dit, bon, regarde, t'as commencé, t'as joué au niveau au secondaire, à Charlemagne. Ensuite, t'es passé par Momo. Yeah. Et puis ensuite, t'as été aux États-Unis. Donc, juste parle-nous un peu, fais-nous un bref résumé un peu de ton parcours au basket. Ouais, ben c'est ça. Moi, tu sais, j'ai commencé à Charlemagne, mais j'ai vraiment commencé au court devant chez mes parents, sur la Rive-Sud à Saint-Hubert. Okay. J'avais un court devant ma maison. Alors, c'est tous mes boys du coin, ils m'appelaient moi, puis ils me disaient, « Francis, y a-tu du monde au court? » J'étais comme, « Ouais, il y a du monde, OK, viens là. » Puis on allait jouer là tous les soirs. Puis c'est vraiment là que j'ai appris à jouer au basket. On allait là de 5 heures le soir, puis on finissait à 11 heures quand ils fermaient les lumières. Puis c'est vraiment là que j'ai vraiment bâti mon pedigree de joueur de basket. Puis après, j'ai pu, bien évidemment, le développer à Charlemagne, scolaire 3A. Ouais. Parce que je jouais contre Olivier Bouchard. Exactement, Olivier, ben oui, exactement, ben oui. C'est grâce à lui qu'on se connaît, là. Oui. Puis après, j'étais allé à Montmorency. Première année, on a gagné provincial, national. Ouais, ça c'était, j'ai vu que tu avais gagné, c'était en 2006, vous avez gagné les nationaux et les provinciaux. That's it. Et 2008, tu as gagné les provinciaux, exactement. Et Olivier est venu me rejoindre ma deuxième année. Deuxième année, on en a perdu, mais troisième, on s'est repris en force. Ben, t'as même joué aussi parce que je sais que t'avais joué, il y avait Marc-David Ville aussi. Il était là ma première et deuxième année. Le frère de Fabrice, parce que moi, il a été à mon école secondaire, Académie Michel Pro, mais sauf que il était déjà parti au moment où je suis arrivé, donc, mais j'avais eu des échos de lui, donc je sais que tu as joué également avec lui. On a joué ensemble, MD. Oui. Il était un joueur solide, lui aussi a joué NCAA. Oui, exactement, exactement. Puis, non, on a eu du succès quand même à Momo. Moi, dans le temps, j'habitais encore sur la Rive-Sud, fait que je faisais le voyagement jusqu'à Laval. OK, wow, OK. Il y a des gens qui disaient que j'étais fou. Puis, mais ce temps-là, le métro était déjà... Pas ma première année. OK. Ma première année, je prenais Boss la Rive-Sud. Oh, de chez moi, terminus Panama à Brossard, Boss de Brossard à Bonaventure. Okay. Bonaventure, je prenais le métro jusqu'à Henri Bourassa. Après, je prenais un autre Boss d'Henri Bourassa à Momo. Puis, j'étais prêt pour aller à l'école. Puis après la pratique, ça me prenait 1h45 à 2h. Ah, mais j'étais motivé, même. Ça, c'est la motivation des jeunes. Quand t'es jeune... Puis t'aimes ça, ouais. Ça veut dire que je pense que, regarde, tu savais... Puis est-ce que tu disais déjà à ce moment-là que tu avais peut-être une opportunité de dire que, regarde, peut-être je peux essayer de pousser ça après le collégial, puis aller aux États-Unis. Comment est-ce que ça s'est fait, cette transition? Puis est-ce que tu as eu des offres d'un peu partout? Comment le processus s'est déroulé par rapport à ça? C'est sûr que c'est ça l'objectif. Okay. J'étais au secondaire, je finissais secondaire 5. On avait du succès à Charlemagne, j'étais quand même le leading scorer de l'équipe. Là, j'avais 3 cégeps qui me contactaient. Il y avait Édouard Petit. Ouais. Je n'étais pas trop intéressé par le programme en général. Le coach, dans le temps, ça cliquait pas. Ouais. Champlain m'avait recruté aussi. Qui était très, très fort aussi. Hein? Ouais, Champlain était solide, mais ils étaient stack. Il y avait tous les joueurs du Québec. Là. Il y avait tous les meilleurs joueurs. Il y a même l'ancien, le frère de Chris Joseph, Maurice Joseph, qui avait été joué là-bas, à Champlain. Exact. Tu avais Pierre-Marie aussi. Quand moi, je suis allé, quand moi, j'allais peut-être y aller, il y a comme 8 gars dans l'équipe qui ont fait Division 1. OK, ouais. Les 2 années d'après. Tu sais, le coach me recrutait, mais... il savait qu'il n'avait pas besoin de moi. Ouais. Je ne sentais pas vraiment comme la connexion avec le coach, you know? Ouais. Mais le coach de Momo, lui, par contre, Guy Parizeau, dans le temps, lui, il était down. Okay. Il était venu voir mes games, puis... Tu sais, c'est drôle, mais comme quand tu es jeune, juste les petites choses font la différence. Ouais. Le coach d'Édouard m'avait invité dans son bureau. Il m'avait donné une petite pomme avec un petit jus, puis il m'avait parlé. Mais tu sais, moi, ces petites choses-là, dans le temps... meant a lot. Oui, exactement. Mais le gars de Momo, il m'a amené luncher. Ah, bon, tu vois. Tout ce temps-là, tu sais, on n'a pas trop d'argent. Yeah, on n'a pas d'argent, mais il m'a amené luncher dans le resto, on va dire. Je vais te le dire, c'est rien d'extravagant, mais il est allé avec moi, il a pris le temps d'aller luncher avec moi. Puis moi, ça m'avait quand même
démontrer à quel point il était intéressé par mes talents pour que je joigne son équipe. Puis, ben, c'est sûr qu'il y avait le challenge quand même du transport jusqu'à Laval. Ouais. Mais you know what? J'avais pas peur du challenge. Je me suis dit, you know what? I'll do it. Au pire, dans le bus, dans le métro, j'étudie, je prends mon temps, j'écoute de la musique, il y a des choses que je peux faire. Ouais. Mais non, j'ai pris le challenge, puis ça a fructifié. Comme je disais, un championnat national provincial la première année, puis ma troisième année, on a gagné le provincial. Ouais. Quand on était des underdogs en plus. OK. That was fun. Non, on a eu des bonnes années. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance d'aller à l'Université de Richmond. Ouais. En Virginie, ça c'était un autre challenge. Puis ça a été comment l'adaptation là-bas? Comment tu t'es senti? Puis je sais qu'aussi, bon, regarde, tu as vécu des beaux moments parce que tu as fait le March Madness. 2 fois. 2 fois, ça ouais. c'est incroyable. Puis en 2011, vous avez été jusqu'au Sweet 16. Yes. Et vous avez perdu contre Kansas, qu'à l'époque, tu avais joué contre les frères Marcus et... les Morris Twins. Les Morris Twins, qui sont actuellement, bon, si les gens ne savent pas, c'est des joueurs qui sont en NBA. Donc, quel a été, genre, tu sais, par rapport à cette situation-là, comment tu t'es senti? Puis c'est quoi ton plus beau moment que tu as eu en étant à Richmond? C'était une super belle expérience de jouer aux States. Je ne te cacherai pas que toute l'amplitude du basket là-bas, c'est comme x10 par rapport à ce qu'on vit ici. Tu sais, ici, tu es à Momo, tu joues. Obviously, tu veux gagner, mais la pression n'est pas aussi élevée. Tu sais, au game, il y a quelques centaines de personnes. Tu perds, ben, c'est juste toi puis tes teammates, les fans qui sont down. Mais aux States, c'est toutes les États-Unis qui regardent. You know? Toute l'université qui regarde toutes les games. C'est toute l'université qui vient au match dans le stadium. Tu sais, on avait une université de juste 3000 étudiants, mais notre stadium, il y avait 9000 places. OK. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de monde au game. Fait que, veux pas, tu sais, quand tu gagnes, les highs sont plus high, mais quand tu perds, les lows sont plus low. You know? So, tu sais, c'est une expérience vraiment comme, qui a été, c'est un gros défi quand même. Tu sais, j'arrive là-bas, mon anglais, il est pas si bon que ça. Tu sais, moi, j'étais allé à Momo, toute ma vie, c'était en français. J'ai dû vraiment m'adapter rapidement à ça. J'ai étudié en comptabilité là-bas. Moi, je voulais vraiment avoir un bon degree, c'est une bonne école en business. Ça aussi, c'était quand même un bon défi. Mais en général, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as senti peut-être que, on sait que des fois, parce qu'on s'entend que bon, tu viens des États-Unis, qui a un énorme bassin de joueurs de basketball, puis tu arrives du Canada, que là, c'est pas ce que c'était maintenant, mais peut-être que tu es un Canadien, fait que est-ce que les gars là-bas te bully un peu plus? Ils sont plus that look, oh look, that's the Frenchie, so we're gonna try harder on him. Les gars, ils ont essayé. Ils ont essayé, c'est sûr. Moi, mon roommate, c'est un gars d'Atlanta. C'est un gars qui vient de rough neighborhood de l'Atlanta. Puis, il y en avait plusieurs gars. Il y avait des gars de Harlem, il y a des gars de... Ils viennent pas à Saint-Hubert. Non, exactement. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même dynamique du tout. J'ai quand même dû faire ma place. Puis, tu le fais sur le terrain, tu fais ta place sur le terrain. Mais veux pas, on avait quand même des points en commun. You know? On écoutait quand même la même musique. On était quand même, tu sais, j'étais quand même un jeune adolescent dans le temps, mais j'étais un petit peu plus vieux qu'eux. Fait que, tu sais, côté respect, c'est sûr que tu arrives là-bas, tu es un Canadien, les gars vont te tester tout de suite, puis il faut que tu mettes ton pied à terre dès le début. Sinon, les gars, ils vont essayer de te manger tout le long. Puis, tu sais, on voit que tu as eu des belles années là-bas, que tu as pu bien profiter. D'ailleurs, j'étais tombé sur, je sais pas si tu te souviens de ça, mais tu as fait le Top 10 Sports Center avec un de tes dunks. J'ai vu ça, puis que ça t'a fait ça? Parce que ça, c'est sûr que tu viens d'ici, tu es comme... Tu sais, on s'entend qu'on est jeune, on regarde beaucoup le sport ou quoi que ce soit, qu'on est dans le basket. Tu sais, le Top 10 Sports Center, tu le regardes tous les jours. Fait que toi, te voir là, t'arrives, tu dunks, tu dis « Wow! » C'était quand même spécial. Si je t'explique comme l'histoire derrière, c'était quand même un moment quand même assez magique pour moi. Là. Parfois, c'était ma dernière game de ma carrière à Richmond. OK. Fait que j'étais senior, puis c'était ma dernière game comme dans le stadium, dans le Robins Center. OK, wow. Notre stadium à nous. Je ne veux pas, c'était déjà émotif pour moi, you know. Ça fait 4 ans que je suis là. On a fait le tournoi 2 fois, on a une bonne carrière. Là, on boucle la fin, you know. Mes parents étaient là. OK. Je pense la première game qu'ils venaient voir dans le stadium. Et puis, c'était la fin de la game. Il reste comme 1 minute à la game.
Puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Man. J'ai juste... T'as juste dit, fuck I that. go for it. Yeah, let's go for it, bro. J'ai juste drive, j'ai dunk sur le gars, j'ai crié dans sa face. J'ai eu une technique. Fait que là, j'ai eu un tee. Oh, wow, en plus. Ouais, là, le coach est comme... Tu sais, il est fâché, parce que la game est tight. Là, l'autre équipe a des free throws. Ouais. Moi, je suis fouled out. Oh, mon Dieu. Ouais, c'était fou quand même, comme atmosphère. C'est une fin quand même assez dramatique. Ouais, là. c'est ça. C'est comme mixed feelings, you know? Parce que là, je dunk sur le gars, je suis happy. Obviously, tout le monde est hype. Tous les teammates sont comme « good job ». Puis là, le coach, il me crie dessus « ah, you're fucking up. On peut perdre la game, you know? Mais là, je suis fouled out. Enfin, je suis hors de la game, mais pendant que je marche, il y a un standing ovation. Wow. Toutes les fans sont comme, ils se lèvent, ils sont super heureux. Puis le coach est en train de me gueuler dessus. Je suis comme... je suis comme en train de sourire, mais il me gueule dessus. Mais il comprend, mais il est quand même fâché. Lui, il veut gagner, you know? So, non, c'était quand même... it was a weird moment. Mais je me rappelle comme si c'était hier, j'étais dans le banc. Puis j'avais mes teammates qui comme, écoute le pas, good job, good job, good job. Puis lui, il crie dans ma face comme ça. Puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme... Ah. Fait que ça t'a fait une fin quand même... bonne fin à Robin Center. À Robin Center, puis c'est dramatique. Puis c'est une belle sortie quand même, parce que tu te dis, regarde, t'es devant tes fans. Yeah. Puis... Ça aurait été parfait sans le technical, mais je me suis laissé emporter un peu. Whatever. Mais après, quand la poussière est retombée, est-ce que là, comme quand t'as vraiment fait le déclic, it's my final college game. Oh, on a gagné la game. So all is good. So, le coach a oublié, le coach à la fin il me félicitait, tout le monde était content. Mais pendant le moment, c'était quand même, je me rappelle, c'était comme, OK, should I show him I'm happy or should I be like mad, you know? Mais c'était, no, it was a special moment. OK. Fait que ça t'a vraiment changé. Puis, tu sais, si je veux faire le parallèle, parce que là, c'est sûr que quand on voit aujourd'hui, regarde le basketball féminin au niveau où est-ce que c'est rendu, c'est incroyable parce que même, tu sais, je parlais de ça avec mes amis. Genre, je pense que maintenant, je peux plus te nommer des joueuses féminines qui sont en college en parlant de, que ce soit Caitlin Clark, Angel Reese. T'as même aussi, t'as Juju Watkins qui joue à USC. Puis, tu sais, c'est juste que j'ai l'impression que versus ton temps, puis maintenant, le basketball féminin, tu vois la différence, puis comment tu le vois, comment ça évolue, puis est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne un high comme ça? Non, jamais j'aurais pu voir ce qui se passe en ce moment. J'aurais pas vu voir ça arriver. Mais tu sais, c'est une bonne chose. Puis, en réalité, les sports en général, tu sais, pour que les gens s'intéressent, you have to build up players. Tu sais, si tu connais aucun joueur, tu connais pas son histoire, il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas de beef entre les joueurs. C'est juste une bonne équipe de basket qui joue contre une équipe de basket, mais il n'y a pas de... Tu sais, il faut qu'il y ait quand même du piquant, you know? Puis tu sais, veux pas, ces joueuses-là, ben, tu sais, ce qui les aide, puis ce qui aide la NCAA féminin, ben, c'est qu'ils ont quand même fait 3 ou 4 ans dans la NCAA. Puis la NCAA a bien fait dans les dernières années de les build up, ces joueuses-là. Puis tu sais, il y a eu du hype, puis il y a eu un peu de drama, puis veux pas, aujourd'hui, les gens, ils veulent voir qu'est-ce qui va se passer quand Angel Reese joue contre Clark, you know? Veux pas, tu sais, c'était important de créer ça. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, côté basketball masculin, t'as moins les gros noms comme ça. Exactement. Je sais pas si c'est parce que du côté masculin, les gars, c'est one and done, ils vont dans la NBA tout de suite. Fait que t'as pas 4 ans pour les build-up. Exactement, tu vois. Tu sais, les gros gars, les gros noms NCAA, comme les J.J. Redick, c'est quoi là, le Jimmy Fredette, les gars, ils ont fait 4 ans à l'université. Exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr, pendant 4 ans, il y a beaucoup de gens qui vont les hate, il y en a beaucoup de gens qui vont les aimer. Mais même les one and done, tu penses à des Carmelo qui sont sortis de là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de hype dans le temps. T'as eu beaucoup plus de hype, puis je trouve qu'avec les dernières années, comme je dis, les joueurs qui sortent dans les drafts NBA puis tout ça, qui viennent du college, je les connais beaucoup moins. Parce que regarde, la semaine dernière, je regardais LSU contre South Carolina. Puis, tu sais, c'était un hype. Puis, il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais jamais repris la peine un dimanche de regarder un match NCAA féminin, tu comprends? C'est vrai. Puis même là, je parlais avec mes amis, je parlais avec un de mes bons boys, puis je dis, regarde, écoute, genre, cette année, là, moi, j'ai envie d'aller voir jouer Caitlin Clark, là, quand elle va se faire drafter, parce que, tu sais, honnêtement, c'est quelque chose. Ça va être historique, là. Historique, tu sais, elle vient de briser le record all-time scoring NCAA. Tu sais, on parle d'elle que c'est le Stephen Curry. Puis, tu sais, c'est une hype de malade. C'est pour ça que, tu sais, en même temps,
quand on parle de ça, tu sais, je voulais venir avec le fait que, tu vois, genre, dans ton temps, tu n'avais pas le NIL qui existait. Tu vois? Yeah. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le NIL, c'est le Image Likeness. Donc, c'est tout ce qui est, en fait, les student athletes qui peuvent faire générer des revenus en dehors, avec que ce soit avec des publications, des partenariats qui sont avec des compagnies. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, par rapport à ton temps, est-ce que la réalité était vraiment, parce qu'il disait que, tu sais, je te donne un parallèle, Fab Five, dans le temps, c'était une méga machine. Yeah. Ils généraient des revenus de fou pour l'université, mais les gars faisaient aucun argent. Pas touché une scène. Tu vois? Puis toi, malheureusement, bon, c'est une période que tu n'as pas nécessairement vécue, puis que là, c'est tout nouveau. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est un bien pour les athlètes? C'est ça, regarde, tu sais, c'est difficile à dire, puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut changer. Tu sais, parce que la NCAA, quand même, tu sais, moi, des fois, dans ma pensée, des fois, je suis un peu conservateur, you know? Puis c'est sûr que, tu sais, la NCAA, oui, il y avait des choses, tu sais, qui étaient... on se plaignait, c'est vrai, on n'avait aucune scène. Pendant 4 ans, on était broke. On n'avait pas d'argent. Puis, tu sais, c'était difficile, mais quand même, cette expérience-là nous a quand même amené des bénéfices, you know? Tu sais, on était tous en train de grind ensemble, et c'était pas par rapport à l'argent. Ouais. Tu as créé des bonds avec des gars que, comme, tu vas jamais avoir. Puis il y a beaucoup de gens, des gars avec qui j'ai joué qui ont continué à jouer pro après. Ouais. Puis ils me disent, Francis, ça n'a rien à voir avec l'université. Les pros, tout le monde veut son argent, tout le monde veut son ex-contrat, tout le monde veut scorer le plus de points, puis c'est vraiment individualiste. Mais NCAA, it was all about the team. Exactement. Moi, tu sais, c'est sûr, moi puis toi, tout le monde voulait scorer beaucoup de points par game, mais au bout du compte, c'était quoi vraiment le bénéfice? C'était vraiment pour l'équipe, pour l'université. Puis aussi, il ne faut pas oublier, tu as une éducation derrière ça aussi. Une éducation gratuite, exact. Une éducation gratuite, parce on s'entend que les coûts, c'est des coûts astronomiques. Ouais. Puis c'est pas tous les gens qui ont les moyens de pouvoir se payer ça. Richmond, c'était 60 000 US par année. 60 000 par année? Par année. OK. C'est quand même dispendieux comme coût d'éducation. Mais c'est sûr que oui, moi je pense que c'est bien que les gars se fassent payer. C'est sûr, ce serait bon de garder une certaine disparité entre les meilleurs joueurs et les moins bons. Ouais. Juste pour garder un peu la dynamique de la NCAA qui est comme plus du vrai basket d'équipe. Ouais. Les gars sont là pour gagner absolument. Là. Ouais, voilà. C'est sûr, une fois de temps en temps, tu as toujours une star qui, lui, va faire la NBA, puis lui, il veut booster un peu ses stats, mais au bout du compte, tu veux gagner. Ouais, c'est la NCAA, tu veux aller au March Madness, tu veux aller gagner le championnat national. C'est juste ça qui compte. You know? Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de sponsors ou de plein d'affaires qui divaguent un peu ton focus sur le basket. You know? Ah, oui, c'est bien parce que les gars, au moins, vont bénéficier un peu de leur talent, monétairement, mais en même temps, je ne veux pas que ça enlève un peu la magie du basket collégial universitaire qui est comme... Il n'y a rien d'autre sur Terre comme ça. Là. Exactement. Dans les ligues en Europe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, puis c'est juste aussi que, comme tu dis, vous êtes des étudiants avant tout. Ouais. Et je pense que, aujourd'hui aussi, le problème aussi que peut-être que je vois avec ça, c'est qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que les joueurs qui sont plus des stars au collège arrivent déjà un peu avec une grosse tête en NBA, tu comprends? Ouais. Parce que les gars sont déjà, ils arrivent en NBA ou que ça soit peu importe la ligue professionnelle NFL, surtout c'est NBA, NFL qui sont les plus visés. Puis les gars, ils ont 18, 19 ans, sont déjà millionnaires là. Alors qu'ils n'ont rien prouvé dans la grande ligue. Exact. Ouais. Puis on sait que la marche est beaucoup plus haute arrivée chez les professionnels que quand tu es au collège, tu vois. On voit pour la plupart des joueurs, les joueurs qui sont aussi forts qu'ils étaient au collège, arrivés dans la NBA. C'est rare. C'est rare, t'en vois pas souvent. Ouais, c'est quand même rare. Puis même des fois, ça leur prend quelques années avant de retrouver un niveau de joueur élite. Puis d'atteindre leur plein potentiel, tu vois, surtout. 100%. Parce que c'est ça aussi, tu regardes, t'en as affronté des joueurs, t'en as vu des gars qui ont été dans la NBA. Puis même là, dans la NBA, ils arrivent, peut-être ils dominaient en NCAA, puis NBA, c'est des role players. J'avais fait la liste, j'ai joué contre 125 gars qui ont fait la NBA. OK. Mais là-dedans, la plupart, ça a été 1 an ou 2 max, puis les gars sont out. Il y a juste les frères Morris qui sont encore là. Dans tous ceux que j'ai joués, là, il reste les frères Morris. Il reste pas grand monde. Pour de vrai, là. C'est fou, hein?
il y avait peut-être Alfaro Camino, mais je ne sais même plus s'il est là encore aujourd'hui. Il était là il y a peut-être 2 ans. Là, aujourd'hui, il n'est plus là. Jeff Teague, il n'est plus là. Ouais, Jeff Teague n'est plus là. Ouais, c'est les derniers. Sérieusement, je ne sais pas comment les gars jouent encore. Là. Leurs corps sont, ils sont pas blessés, ils sont encore corrects. Good for them. Ouais. Mais non, c'est rare que les gars ils ont des longues carrières dans la NBA. Ben, c'est pour ça que je voulais te venir sur le sujet parce que, bon, je sais que tu es quand même au courant de l'actualité. Puis, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, personnellement, Wemby, moi, je l'ai vu jouer. Yeah. J'étais en Europe l'année dernière, donc j'ai eu la chance de pouvoir le jouer avec son équipe en France. C'était une expérience incroyable. Yeah. Puis, qu'est-ce que tu penses? Ben, la comparaison, toi, qui regarde un peu entre Chet Holmgren, qui est bon, c'était sa première année, parce que là, c'est eux le sujet de conversation pour le Rookie of the Year. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des deux? Puis, qui tu donnes l'avantage, en fait? Ah, moi, c'est Wemby. Wemby, for sure. C'est sûr, il y a des gens qui disent qu'Holmgren, c'est pas un vrai rookie. Ouais. Il n'a pas vraiment joué beaucoup de games l'an dernier, mais il était quand même dans l'environnement. C'est sûr que c'est un avantage pour lui. Mais les deux, c'est des joueurs qui vont avoir des super belles carrières. Mais Wemby, c'est un autre niveau. I can't even explain it. Le gars, c'est comme... Le length, probablement son wingspan il est plus long. Ouais. Il est plus agile. Il est quand même assez solide, là. Un gars de 7 pieds 4, c'est sûr qu'il n'a pas l'air comme jacked up. Exactement. Le gars, il est quand même solide, là. Exactement. Quand même, il y a quand même une force sur lui, puis c'est sa première année. Mais tu te rappelles Giannis au début? Giannis, au début, il était comme ça. Maigre, là. Il était tout maigre. Mais tu vois, il faut donner aussi, il faut comprendre, parce que c'est pour ça que moi, j'étais un grand défendeur de Wemby, là. Je peux le dire, regarde, Wemby, si jamais tu regardes cette interview, tu peux pas comprendre comment je t'ai défendu. Je l'ai défendu en début de saison, j'ai parlé. Ouais, on avait il y a ton bac. J'ai parlé en début de saison, puis là, genre vers peut-être début janvier, février, tous les gars dans le groupe se sont excusés. Ils m'ont tous dit, t'avais raison. Mais je vous avais dit, les gars, laissez le gars. Parce que moi, quand je l'ai vu jouer, j'ai dit, puis à l'époque, tu sais que j'ai une anecdote par rapport à ça, c'était quand il jouait à Nanterre. Il jouait à Nanterre, qui est une section dans Paris. Ouais. Il jouait avec Kenny Sherry. Il jouait avec Kenny Sherry. Il jouait avec Kenny Sherry. Puis je sais pas pourquoi, il m'avait invité à la game, je n'avais pas été. Okay. Mais j'aurais pu le voir jouer là, tu comprends? Donc ça, c'était une anecdote. Mais tu vois, comme je disais, genre, Wemby, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais moi, Wemby, avant qu'il rentre là, j'avais un peu... Je doutais. Je doutais parce que tu sais, t'es un jeune, t'es français. T'as tellement de pression comme ça. C'est pas tous les joueurs avec ce niveau de pression-là qui ont pu vraiment avoir du succès immédiatement. Puis lui, tu sais, c'est sûr que oui, il a les atouts physiques. C'est un bon joueur de basket, mais tu vois que mentalement, il est là aussi. Il faut que tu aies la mentalité. Ouais, c'est ça. C'est entre les deux oreilles que ça commence. NBA, man, c'est plus juste du talent, man. Il faut que tu sois capable de compete mentalement parce que tu joues contre la crème de la crème de la planète Terre. Exactement. So, tu sais, t'en as beaucoup des number one draft picks. Il y en a plein. Il y en a plein. Gros slump, là. Les gars, ils n'ont rien donné de leur carrière. On parle de Anthony Bennett. Kwame Brown. Ouais, t'en as plusieurs qui n'ont rien remis dans leur carrière, mais physiquement, skills-wise, les gars étaient là, mais mentalement. C'est mentalement. Puis tout le monde le dit, puis même Popovich, quand j'écoute les interviews d'après-match, il dit la maturité que ce gars-là a à son âge, parce que, quoi, il y a 19 ans, 20 ans? Il est jeune, c'est vrai. Ouais. C'est incroyable. Yeah. C'est incroyable. Puis là-dessus, moi, ce que je veux mettre de piquant, parce qu'évidemment, je dois mettre un peu de piquant. Of course. La question, qui est ton GOAT? Qui est ton GOAT? Qui est ton GOAT? Moi, ça va toujours être the one and only, Kobe Bryant. Yes, sir! Yes, sir! Pas le choix. Toi aussi? Ben, moi, c'est Kobe. Ça reste Kobe à vie. Puis ça... Il nous a impacté notre vie, nous, personnellement. Puis, si je peux te le demander... est-ce que tu te souviens où est-ce que tu étais le jour que tu as appris la mort de Kobe? Ben oui, bon, j'étais à Toulouse, sur le bord de la plage. Bon. Moi j'étais... J'ai versé quelques larmes. Mais... Ah, je suis pareil. Moi, ça m'a vraiment hit. Là. Ça m'a tellement hit. Moi, je dis-toi que je partais à Paris. J'étais sur la route pour l'aéroport. Ouais. Puis, tu sais, je reçois la notification TMZ, Kobe est mort. Je croyais pas. Ouais, non. Impossible. On dit, ce gars-là, il va jamais mourir. C'est quoi ces vieilles blagues-là? Ouais, non, c'est ça. Moi, je croyais pas. Là, tu vois que le fil commence à... Là, j'étais comme... Fuck. Parce que toute ma carrière, comme tu shoots...
Exactement. C'est Kobe. Toute ma carrière, comme mon game, j'ai essayé d'émuler la game à Kobe. Exactement. Puis on a toujours regardé ses highlights, puis on a toujours comme essayé de comprendre comment il fait, mais il était juste... C'était un alien sur le terrain, you know? Tu sais, oui, c'était un bon athlète, oui, physiquement, il est gifted, mais ce qu'il faisait quand même, c'était quand même incroyable. Les fadeaways avec les gens dans ta face, dans le corner où tu vois même pas le panier, puis il met sa swish sans que le panier, sans que le filet bouge. Puis le Mamba mentality, tu sais, moi j'ai la scène encore, tu sais, pour conclure là-dessus, j'ai la scène encore de quand il se disloque le doigt et qu'il va voir l'entraîneur au banc. Il replace le doigt, il continue à jouer. Ou même la scène de quand il tord ses Achilles, il dit « Je veux aller faire mes free throws moi-même ». Puis je pense que, tu sais, oui, on peut dire qu'est-ce qu'on veut parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire LeBron, évidemment, parce qu'il y a le plus nombre de points et tout, mais ça reste que LeBron n'a pas cette mentalité-là. Puis tu sais, Kobe, tu l'as vu, tu le voyais dans ses yeux quand il venait sur le terrain, « We're not friends ». Puis tu sais, même, genre, quand dans le documentaire de Redemption, il dit, quand il joue USA contre Argentine, il dit, donc contre l'Espagne, il dit, la première chose que je veux faire pour set the tone of the game, je vais aller rentrer dans Paul Gasol, qui est son coéquipier, qui est son bon ami. Son meilleur ami. Et t'as LeBron et D-Wade qui le regardent en mode, il est sérieux, qu'est-ce qu'il dit? T'as plein de vidéos qui ressortent aujourd'hui, puis plein de joueurs de la NBA racontent des histoires, puis tout le monde était comme toujours caught off guard, là. OK, ce gars-là, il est différent, là. Puis tu sais, c'est une genre de mentalité qui est, bien évidemment, tu sais, quand tu joues au basket, tu essaies d'émuler ça, mais le Mamba mentality, tu peux utiliser ça dans n'importe quelle facette de ta vie. Exactement. C'est juste un ultra high focus, sacrifice, dedicatedness que tu peux appliquer dans plein de choses de ta vie, là. Fait que tu sais, veux pas, tu es un fan de Kobe, oui, tu sais, moi, ça m'a impacté sur le terrain de basket, oui, mais ça m'a impacté dans d'autres facettes de ma vie. Exactement. Tu sais, t'entends toujours des histoires que le gars se lève à 4 h du matin, il va shoot, après il met de la glace 2 heures, après à midi, il va shoot encore, il met de la glace 2 heures, après il se prépare pour la game, il arrive 2 heures à l'avance, puis les gars, ils arrivent au gym, puis Kobe est en train de train déjà, puis les gars partent de la game, Kobe est en train de train encore. C'est toutes des histoires, c'est vrai. Ouais, exactement. C'est pas une mythe, c'est pas une légende. Really did it. Ouais, non, le gars, il était un peu fou. Ouais. Puis veux pas, quand tu veux exceller dans la vie, dans quoi que tu veux, dans ce que tu veux, si tu veux vraiment être au top, you have to be a little bit crazy. Ouais. Puis tu sais, ça, je dis pas de devenir fou puis de perdre toute ta vie puis whatever, mais veux pas, il faut que tu comprennes que quelque part, si tu veux vraiment exceller dans quelque chose dans la vie, you have to have a little switch. And you have to be different than the others. Yeah, that's it. Tout ce que les autres sont pas prêts à faire, les sacrifices. À faire, Kobe did it. Exactement. Still had a happy life. He has his 4 daughters, his wife. Mais le gars, il clubait pas, il sortait pas, il était focus. Puis il y a eu une carrière qu'on va toujours se rappeler. Puis ben, ici, justement, dans la pièce, il y en a 2 sur 3. Je sais pas si toi, c'est ton GOAT, mais sur les 2 ici, c'est notre GOAT. Veux pas, ce qu'il a fait, il a impacté énormément de jeunes sur toute la planète Terre. Puis c'est quand même incroyable qu'est-ce qu'il a fait. R.I.P. Kobe, R.I.P. Kobe. Yeah. Ben, en tout cas, Francis, merci encore. Un plaisir, man. C'était vraiment bien, puis j'ai apprécié. Puis more to come. Puis comme on a dit, guys, Kobe Mamba mentality, pardon, c'est important dans peu importe ce que vous faisiez dans la vie. Soyez toujours focus et ne laissez-vous pas décourager par ce que les gens peuvent dire. Sur ce, c'est un épisode de On Sport. Flaco, merci pour tous. À la prochaine.